Bonjour et bienvenue dans Questions Politiques. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle saison et merci d'être au rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Notre invité, sa parole est très attendue. Quelle analyse fait-il de cette rentrée politique, sociale, culturelle très particulière? Une rentrée sous haute contrainte sanitaire. Comment faire de la politique dans ce contexte? Comment s'opposer aussi? Questions Politiques est en direct avec le président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale et député des Bouches-du-Rhône, Jean-Luc Mélenchon. Pour intervenir, l'application France Inter et les réseaux avec le hashtag QuestionPol. France Inter, Ali Badou. Questions politiques. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Et bonne rentrée. Merci d'être l'invité de France Inter, du journal Le Monde et de France Info pour vous interroger. L'équipe de Questions Politiques, Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie. Bonjour Ali, bonjour Jean-Luc Mélenchon, bonjour à tous. Bonjour Françoise Fressoz. Bonjour Ali, bonjour à tous. Et bonjour Laurence Perron. Bonjour Laurence. Bonjour. Laurence Perron qui a préparé votre portrait, Jean-Luc Mélenchon, et nous le découvrirons ensemble tout à l'heure. Écoutez, je vais en faire une petite surprise. collection des portraits. Ah bah écoutez, vous faites bien, ça en fait les quelques-uns. Miroirs ont leur part de vérité. Exactement, on pourra bientôt les afficher dans une aile du Louvre peut-être. On va commencer très sérieusement avec le tollé de protestation après la publication du dernier numéro du magazine Valeurs Actuelles, un magazine où l'on trouve un épisode du roman de l'été de Valeurs Actuelles, où la députée La France Insoumise Danielle Obono est représentée en esclave au XVIIIe siècle au Tchad. Il y a eu un tollé de protestation, des réactions politiques de tous bords. Valeurs Actuelles a présenté ses excuses à Danielle Obono. Est-ce que d'une certaine manière vous êtes rassuré à la fois par les excuses et par l'unanimité dans les condamnations? Les excuses, non, parce qu'elles sont extrêmement hypocrites. On voit qu'ils le font contraint et forcé. Mais en effet, il y a quelque chose de rassurant dans ce qui s'est passé, car maintes fois dans le passé, on a eu l'impression d'être abandonné. Danielle Obono fait l'objet d'un véritable harcèlement raciste et sexiste depuis des mois. Et je dois dire que je vois avec une certaine émotion cette unanimité, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, des gens de tous bords politiques dire non, ça c'est trop, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Mais du coup, ça doit faire réfléchir tout le monde. Il y a des gens qui nous harcèlent depuis des mois et des mois. Danielle Obono en tête sur le thème « Votre façon de dénoncer le racisme est elle-même raciste ». Et on a en quelque sorte rendu Danielle Obono en quelque sorte coupable de ce dont elle voulait se défendre et d'être au fond racisée. Et ben si maintenant vous comprenez pas le mot, c'est l'occasion de le comprendre. Alors voilà ce que c'est que la racisation de la politique. Vous reprenez-vous ce terme racisé? C'est un terme que vous employez facilement. C'est une dénonciation. Vous vous rappelez, vous êtes femme, donc vous le comprenez bien. Il y a eu un moment où il y a eu une critique du genre. On disait, bah évidemment, on est capable tous de comprendre la différence biologique entre un homme et une femme, mais il y avait un courant intellectuel qui disait le reste c'est une construction intellectuelle, les rôles qu'on assigne aux femmes, la culture qu'on leur prête. Et cette critique du genre au sens intellectuel du terme a été transformée en une théorie du genre, ce qui était absurde. De la même manière, ceux qui dénoncent la racisation dénoncent l'assignation à résidence, si j'ose dire, de couleur de peau ou de religion, de ceux qui racisent la politique. Et ceux-là, on les dénonce en disant « Ah, vous utilisez le mot racisé, donc vous croyez que les races existent ». Mais non, c'est précisément le contraire. C'est parce que nous sommes universalistes que nous dénonçons la racisation. Je veux profiter de l'instant pour juste pointer du doigt un exemple. Aujourd'hui, en ce moment, à Marseille, a lieu une commémoration du débarquement en Provence des troupes d'Afrique du Nord et subsaharienne qui ont libéré la patrie de l'envahisseur allemand nazi. Bon, voilà. Eh bien, que chacun s'en souvienne, hein, les êtres humains sont semblables et ils finissent par se coaliser contre les nazis. Mais vous savez qu'eux aussi ont été racisés parce que on les trouvait trop noirs et trop arabes. Si bien qu'à la fin, on en a rajouté d'autres pour dire, bah écoutez, on va un petit peu élargir le spectre des peaux. Bien sûr, c'était une autre époque. Mais aujourd'hui, je mets en garde les journaux qui se spécialisent dans ce harcèlement à dénoncer des indigénistes et des racistes partout. Je les mets en garde. C'est à cause de ça que d'autres sont obligés de faire de la surenchère comme Valeurs Actuelles. Françoise Fressoz, votre réaction est très politique. Est-ce que vous êtes décidé ou non à porter plainte ou pas? Ça, c'est Daniel qui va le dire. Parce que, voyez-vous, d'abord, nous, on perd tous nos procès, on est insoumis, donc on est mal vu. Bon, mais c'est pas considérez que la justice n'est pas indépendante? Non, la justice...
Non, on verra. Enfin, que chacun fasse ce qu'il croit bon pour lui. Mais, voyez-vous, Madame Fressoz, lisez le texte de Valeurs Actuelles et vous allez ressentir vous-même cette gêne. Je vais vous dire ce qu'il y a de gênant dans ce texte. C'est qu'ils ne comprennent pas qu'une femme représentée en esclave puisse se sentir humiliée d'être présentée 2 fois comme une chose, c'est-à-dire comme une femme et comme une esclave. Et que cette humiliation est une violence qu'on cherche à repousser, mettre de côté. Ils ne le comprennent même pas. Ils pensent que c'est juste une caricature rigolote. C'est comme quand Charlie Hebdo, quand j'avais dit c'est la rue qui a libéré la France du nazisme, m'a représenté avec un uniforme FFI en train de tondre une femme. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas la violence absolue qu'il y avait à réduire la résistance aux nazis à des tondeurs de femmes. Ces gens manifestent une indifférence à l'être humain qui, moi, me choque beaucoup. Ils ont très mal pris, d'ailleurs, que vous les assimiliez, d'ailleurs, à Valeurs Actuelles. Et Charlie et Marianne, par exemple, pour ne prendre que ces titres de presse, puisque ce sont ceux que vous avez évoqués dans un tweet. Mais je sais bien qu'ils ne sont pas racistes, je leur ai dit. Mais je leur ai dit, vous êtes les bagagistes. Parce que vous passez votre temps à jeter des pierres sur Daniel Obono, et après vous vous étonnez que la droite extrême lui jette carrément des boulets. Mais c'est vous qui préparez le terrain. Alors on a quand même le droit de discuter, parce qu'eux ne se gênent pas pour dire que nous faisons l'apologie des indigénistes, etc. Ils doivent accepter la critique. Mais dès qu'on les critique, on a été jusqu'à faire parler les morts. Charlie prête à Charb des intentions contre moi. Tout ça est stupide. Essayons de profiter de ce moment en particulier pour essayer de devenir tous meilleurs. C'est possible quand même. Nathalie. Jean-Luc Mélenchon, si tout le monde évidemment condamne ce qui est de Valeurs Actuelles, il y a une phrase de Stéphane Le Foll ce matin, je crois dans une interview, où il dit « Les Insoumis n'ont pas un discours clair sur la République ». Est-ce que vous considérez que ça aussi, ça fait partie d'une forme d'attaque qui serait totalement injuste vis-à-vis de vous? C'est pas ce que dit le plus intelligent Le Foll dans cette interview. Il dit des choses intéressantes politiquement, mais celle-là, non. Mais si vous voulez, ça fait partie du petit jeu. À un moment donné, on a répété sur tous les tons qu'il y avait des antisémites partout et qu'on était complaisants avec eux. Alors il y a même une fois du Parisien, ça suffit, parce qu'il y avait des croix gammées sur un portrait de Simone Veil, et en effet c'était odieux. Et puis après on a découvert que 80 signes de cette nature étaient le résultat d'un même personnage complètement dérangé qui faisait le tour et faisait des croix gammées partout. Par conséquent, à chaque fois, essayons de faire preuve de mesure et ne pas donner à des événements une importance qu'ils n'ont pas. Voyez l'affaire de Grenoble, où pendant 3 jours, tout le monde discute de la violence, qui que quoi. À la fin, on découvre que c'est des gens qui jouaient une scénette pour un clip de je ne sais quoi. Donc, un peu de retenue et moins de goût pour le sensationnel, et je pense qu'on ira tous mieux. Nathalie, avant d'arriver à la rentrée. Juste quand Emmanuel Macron, je change un petit peu de sujet, mais c'est assez proche, parle d'ensauvagement et dit qu'il y a un problème d'autorité en France et parle de la banalisation de la violence. Comment est-ce que vous considérez, vous, le climat qu'il y a en France aujourd'hui? Alors, j'ai plusieurs choses à dire sur ce sujet. Il y a évidemment une culture de la violence qui se répand. Je ne vais pas donner de nom, mais imaginez une chaîne qui projette des films et des séries. Voilà. Installez-vous devant, vous avez payé votre cotisation, et essayez de trouver des films ou des séries qui ne soient pas violents, qui ne soient pas continuellement la même histoire angoissante de crimes, de meurtres et de policiers plus ou moins corrompus qui leur courent derrière. Essayez de trouver un spectacle apaisant. Alors heureusement, bon, il y a quelques séries argentines ou turques qu'on peut aller voir et qui sont beaucoup plus apaisantes. Enfin, c'est une histoire vieille comme l'art. La Turquie pour le calme et la non-violence, c'est un peu particulier. Non, mais madame, les œuvres d'art turques ne sont pas forcément celles de monsieur Erdogan. Il pratique dans un autre domaine, lui. Mais je vous rappelle, puisque madame Fressoz est là, du Monde, que le journal Le Monde avait qualifié ce régime de islamisme modéré. Moi, j'avais dit, des fascistes modérés, ça n'existe pas. Bon, alors, mais je comprends ce que voulait dire Le Monde à l'époque. Donc, non, là, je parle d'une série turque, je vous invite à les regarder. Non, mais ne partons pas dans tous les sens. Oui, l'ensauvagement. Mais je pars dans le sens de l'ensauvagement. C'est elle qui me dit que les Turcs sont des sauvages. Je réponds que non. Non, mais j'allais vous dire, par exemple, que la violence, on la trouve aussi chez Sophocle, et peut-être sous une version encore plus dure que celle qu'on peut constater dans les séries télé. La série des Atrides. Et dans la Bible. Où la femme d'Agamemnon lui fait manger ses propres enfants. C'était. Mais non, mais alors, attendez. donc l'ensauvagement. Oui, non, mais il y a un harcèlement de l'image. Je ne suis pas le premier à le dire. D'une culture de la violence qui s'affiche tout le temps. Alors, tout le monde vit dans une atmosphère anxiogène qui a été créée. Bien sûr, il y a de la violence. Mais, si nous regardons, à moins de considérer que toutes ces statistiques sont fausses, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas une augmentation objective de la violence. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de violence. Je dis qu'il n'est pas vrai que la société dans laquelle nous évoluons soit plus violente qu'à d'autres époques. Mais, que voulez-vous? Le succès d'un film comme Orange Mécanique, pour les plus anciens, vous vous en rappelez,
eh bien, a créé une espèce d'habitude dorénavant de mettre en scène la violence comme un spectacle. Et vous avez encore des spectacles de violence qui sont donnés de manière quasi permanente. Quand on a parlé, par exemple, de la chasse à la glu, eh bien, vous pouvez dire, ah ben ça n'a rien à voir, monsieur Mélenchon. Si, ça a à voir. C'est que c'est d'une cruauté totale. Et que certains disent, ah ben c'est une cruauté qui est normale. Quand nous parlons du traitement qui est infligé aux animaux, ça a à voir. Bref, moi je proteste contre la culture de la violence. Et après, je ne crois pas qu'il y ait un ensauvagement. Ceux qui disent ça n'ont jamais lu un livre d'histoire, n'ont jamais lu un livre de sociologie, ne savent pas ce qui s'est passé dans le passé. Et c'est monsieur Badou, qui est un philosophe connu et respecté, qui vous rappelle que toutes les tragédies de Sophocle, à commencer par l'histoire d'Oedipe et quelques autres, sont pas exactement des spectacles de douceur qui ont été donnés. Sans compter la Bible. Françoise Fressen. La Bible, n'en parlons pas, c'est vous qui en prenez la responsabilité. Je la prends. Madame Saint-Cric, si jamais je le dis, on va dire que j'encourage l'antisémitisme. Vous parlez de Françoise. la culture de la violence, je voudrais vous parler de la culture de la radicalité, parce que ce qui m'a frappé, vous, dans votre discours de rentrée de la semaine dernière, c'est au fond un discours extrêmement apaisé et un discours extrêmement rassembleur. Est-ce que vous estimez que dans le contexte actuel, qui est assez violent, assez éruptif, votre responsabilité, c'est aussi de baisser le ton? Oui. Jean-Luc Mélenchon. Oui, Madame Fresso, sans détour, oui. Et ça repose aussi, tout à l'heure, Ali Badou posait la question en ouvrant notre émission. Il disait comment on peut faire de la politique dans un moment comme celui-ci. Il est certain que dans un moment comme celui-ci, où la société est en train de se disloquer, et elle va entrer dans des phases de dislocation encore plus grandes, parce qu'un chômage de masse va saccager toutes les relations sociales, et parce que l'impact du déchaînement de la crise climatique va désorganiser les réseaux d'eau, d'électricité, et ainsi de suite. Dans ces circonstances-là, on ne peut pas faire de la politique autrement qu'en partant de la façon avec laquelle les gens ressentent la situation. La politique, elle n'a pour exclusif enjeu, c'est la conscience des gens. Dans ces situations, le livre de Pablo Servigne, qui s'appelle L'entraide et quelques autres, nous apprennent que les êtres humains... C'est l'un des grands théoriciens de l'effondrement. Oui, l'anthropologie nous apprend, c'est-à-dire la science des êtres humains, que les êtres humains se serrent les coudes. Et que et c'est comme ça qu'ils survivent. Donc moi, je veux aider à serrer les coudes. Ça ne veut pas dire renoncer à la conflictualité, ne pas désigner les responsables de ce désastre, mais toujours chercher des solutions qui nous permettent de sortir tous par le haut. Et en particulier, la France, qui est une grande puissance, qui a donc des moyens de sortir par le haut de la crise dans laquelle nous entrons. Justement, les gilets jaunes. Laurence Perron, puis... vous parliez de vous serrer les coudes. Donc là, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une université d'été des socialistes à laquelle vous n'avez pas assisté. Certains membres de votre mouvement insoumis y sont venus. Il y en a partout, des insoumis. Voilà, et alors vous avez eu une initiative assez curieuse, c'est-à-dire que quelques minutes avant le discours d'Olivier Faure, le patron du PS, est arrivé cette lettre à tous les partis politiques, sauf au PS, demandant de construire ensemble un programme commun en vue de 2022. Alors, non, alors vous aurez... Voilà, je vais vous expliquer. C'est pas vous, c'est maintenant, on mais passe bon, à c'est ça. pas... Écoutez, allez, puisque ça se présente, réglons cette question. D'abord, je voudrais terminer sur la question qui m'a été posée. J'ai appelé cet état d'esprit, Madame Fressoz, passer de la stratégie de la conflictualité à la stratégie des causes communes. Proposons des causes communes d'êtres humains à tout le monde. Alors, sur le plan politique, c'est pas la même chose. Résumons la difficulté du moment. Elle est que si on se met tous d'accord, puisqu'on nous invite sans cesse à le faire... C'est qui on? Alors ça veut dire tout ce qui est dans l'arc de la gauche traditionnelle, plus nous, quoi. Hein, c'est-à-dire PC, rouge, rose, vert, j'ai lutté des années pour ce truc-là, plus insoumis. Hein. Bon, si on se mettait d'accord, ça serait sur l'offre la moins disante, hein, ce qui ne fâche personne. Si on fait ça, plus personne n'écoute, et nous ne pourrons pas vaincre l'ennemi numéro 1, qui est l'abstention. Les gens ne veulent plus de ces combines. Bon. Problème numéro 2, si nous ne le faisons pas, nous pouvons être émiettés et se mettre en risque. Donc certains vont répétant, comme des moulins à parole, l'unité, comme si l'unité était un programme. Mettez les sous-titres. Certains, c'est qui? Ah vous en avez partout. Des groupes et des gens de bonnes intentions, hein, parce que j'en connais plusieurs qui sont de bons copains avec qui je m'entends très bien. Mais je leur dis, écoutez, c'est une vue de l'esprit. Oui, mais c'est une vue de l'esprit. Alors il y a des sujets où en effet on peut s'entendre. Régional, départemental,
les contradictions fondamentales qui nous opposent n'y sont pas présentes. Par exemple, la forme de l'Europe. Par exemple, l'État. Par exemple, la planification, encore qu'on peut en faire à échelle régionale. Par exemple, la 6e République. Alors ça, c'est les gros sujets qui nous séparent. Ils n'existent pas dans ces deux élections. Donc il y a moyen de s'entendre avec ceux qui accepteraient un programme de rupture écologique et anticapitaliste. On pourrait faire des programmes. Mais il ne faut pas raconter d'histoire. Pour ce qui est des grandes orientations, c'est le peuple français qui doit trancher. Alors, ça veut dire que, comme vous dites Nathalie vous-même Sacré. que la présidentielle, c'est l'élection phare et capitale dans le pays, ça veut dire que vous assumez l'idée d'y aller tous séparés et finalement de perdre à cause de ça. Voilà. Alors Ah ça, oui. c'est le... Voilà, vous Alors avez ça, très bien d'accord. répété, Madame Saint-Cric, la D'accord. mantra dominante, Voilà. perdre à cause de ça. Alors, Madame Saint-Cric, comme vous êtes une attendez. analyste politique, je voudrais vous poser la question. Quand y a-t-il eu une seule fois dans ce pays une candidature unique de ce qui est appelé la gauche? Il peut y avoir une primaire, on peut Non, envisager des choses. Non, On mais n'est pas obligé de se je vous fonder sur pose le la passé. question. Nous Ah, mais avons c'est 30 nous ans qui vous d'histoire posons derrière les nous. questions, Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais parce que 1977, Madame le programme Saint-Cric, commun. Non, mais attendez, Madame non, mais Saint-Cric, ben voilà quelqu'un Comment qui c'est fait au moins un effort. Bah oui, en Dites voir. 1977, le programme commun. Vous allez me dire qu'il manquait des gens. Non, mais c'est à lui de répondre. Mais Pardon. oui, mais je vais répondre. D'accord, alors. Eh bien, jamais. Il y a eu, en 1965, la candidature unique de François Mitterrand. Oui. François Mitterrand, le Parti communiste et le Parti socialiste. Bon. Et puis la deuxième fois, ça a été 1981, mais en 1981, il y avait François Mitterrand, Georges Marchais à 16%. Oui. Une candidature du PSU, etc., etc. Toutes les autres élections, sans exception, on a eu plusieurs candidatures. Même en 1974, où François Mitterrand est le candidat commun du PC et du PS. D'accord, mais ça Il y a va un Je vous écolo. comprenne, ça veut Il y dire a que un vous ne écolo. croyez Ça a pas, pas vous ne franchement croyez pas, marché. vous ne croyez pas à une candidature commune, qu'on comprenne tout simplement. Non, non, ne résumons pas. Je dis juste que l'antienne d'après laquelle la répétition, le refrain, d'après lequel, s'il n'y a pas une candidature commune, il est impossible de Attendez, il n'y gagner, avait pas Marine Le n'est Pen. pas Oui, Oui, voilà, c'est vérifié. une différence. Vous n'avez Pas pas tout en Marine même Le temps. Pen. Il n'y avait pas Marine Le N'est Pen pas- au ah oui, deuxième. mais non, mais d'accord, il n'y avait pas non plus Jean-Luc Mélenchon, etc., etc. Vous découvrez que Non, mais le temps a passé. Alors on non, découvre pas pas. des tautologies, sinon on peut plus discuter. Alors, discutons sérieusement. Reprenons les choses, et c'est ce que nous faisons, Toutes les Jean-Luc forces- Mélenchon. Donc, Laissez toutes les Nathalie forces Saint-Cric politiques finir. ont dans le passé. Ce que je veux dire, c'est que ce qui importe, ce n'est pas l'unité pour l'unité. Ce qui importe, c'est de présenter, de proposer des thèmes aux Français qui rassemblent une majorité. Au risque. Si vous n'êtes pas capable de rassembler, et je vais vous dire Alors, comment. attendez. Alors, Le justement. programme commun a vaincu, je termine. Le programme commun a vaincu en 1981, c'était un programme. Et ça faisait plus de 10 ans qu'on se le trimballait et qu'on l'expliquait aux gens. Moi, mon programme, l'avenir en commun, il vient du programme L'Humain d'abord et il vient des programmes des associations et des syndicats. Vous ne pouvez pas gagner en France si vous n'avez pas une hégémonie, comme on dit, une hégémonie Eh ben, culturelle justement. et politique. C'est ça que j'essaye de construire. Justement, Françoise Fressoz. ce qu'on sent dans la période qui est très intéressant, c'est qu'au fond, il y a une dispute sur l'hégémonie possible autour du thème de l'écologie. Vous l'avez porté, et puis les écologistes ont remporté des scores importants aux élections européennes et municipales. Et on sent bien qu'aujourd'hui, c'est cette compétition entre écologistes et mélenchonistes qui se joue pour la présidentielle. Donc pourquoi est-ce que vous estimez... Peut-être, mais vous savez... Alors, laissez-la poser sa Pourquoi question. estimez-vous que ce seriez vous qui aurez l'hégémonie? Alors déjà, disons que c'est Jean-Luc une Mélenchon. bonne compétition si c'est celle-là qui domine la scène. Parce que ça veut dire que d'abord, ce sont des gens qui défendent les biens communs, qui dominent la scène. Pardon, mais j'ai connu dans les années 90 une situation où dès que vous avez parlé du mot commun, on vous regardait comme une bête bizarre. On a entendu Monsieur Jadot. Alors certes, il a le défaut de tenir les propos qui conviennent au public qu'il écoute, mais là, c'était un avantage. Il a dit qu'il était un homme de gauche, que ça avait toujours été sa famille, que ses parents étaient communistes et je ne sais quoi. Tout ça est très bien. Ça veut dire que tout d'un coup, dans notre espace culturel, notre famille au sens large, qui va des socialistes, les anarchistes, les libertaires, des communistes, les écologistes, les insoumis, dans cet espace-là, enfin domine l'anticapitalisme et l'antilibéralisme et l'idée des biens communs. Donc ça, c'est positif. Alors après, Mais vous me domine dites aussi pourquoi... le famille, je vous hais. Pourquoi Non, mais je vous laisse avec ça, pour me fâcher aussi avec les familles. Sur l'hégémonie, comme disait Donc, Françoise. Madame Fressoz va un peu vite et elle dit hégémonie. Non, alors, attendez avant Non, de parler il y a une des... dispute autour de l'hégémonie. Voilà. J'ai pas dit hégémonie. Vous avez Il y a raison. la dispute. Parce que l'hégémonie, pour l'instant, c'est pas moi. C'est ceux qui prétendent être tout et diriger tout. Non, mais vous avez raison. Pourquoi nous plutôt que d'autres? Mais je l'ai déjà dit. Le problème avec les écologistes, pour nous, c'est pas l'écologie, c'est le social.
Et c'est la rupture avec le capitalisme. Alors c'est pas une rupture en 24 heures, moi je suis pas en train de vous dire ça, mais c'est l'idée que l'écologie politique n'est pas compatible avec le capitalisme financier du 21e siècle. Ça ne marche pas ensemble. Et je vous en donne un exemple tout bête pour pas que ça reste de l'abstraction. Demandez aujourd'hui aux capitalistes d'investir massivement dans les entreprises pour changer les modes de production et la manière de produire. Ils ne le font pas. Au cours des 10 dernières années, les dividendes ont augmenté de 70% et les investissements privés ont réduit de 5%. Ces gens sont incapables de mettre la main à la poche spontanément pour s'occuper de transformer les méthodes de production. Et là, on va avoir besoin de tout modifier. Aux questions économiques, sociales et écologiques, juste après le portrait. Encore une question de Nathalie Saint-Cric. Je voulais juste revenir sur l'interview de François Hollande. Ça va encore vous énerver dans Ouest France. Non, ça m'énerve pas. Moi, vous voyez que je m'énerve. Moi, je jubile là. Je plaisante. Je surfe. Alors, il considère, lui, que le PS ne doit ni se rallier ni aux écolos ni aux insoumis et que le PS a un rôle à jouer dans l'avenir. Est-ce que vous pensez que François Hollande a encore quelque chose à dire dans le débat politique ? Bah, évidemment. Cet homme a dirigé pendant 11 ans le Parti Socialiste. Il a présidé notre pays pendant 5 ans. Alors tout d'un coup, alors moi j'ai beaucoup combattu, c'est clair, oui, ça, oui. Mais c'est un homme politique qui porte une certaine forme de synthèse idéologique que je combats, et qui en a une pratique personnelle qui m'a été personnellement assez odieuse. Bon, et puis quand même, comment vous dire, je ne serais pas le seul à dire que sa présidence n'a pas été ni même social-démocrate. Bon, mais ceci dit, ce personnage a dominé, a donné du sens à l'action de son parti pendant 11 ans, et tous les autres le traitent comme un pestiféré, comme si il l'avait jamais vu, qu'il savait pas qui c'est. Mais donc si, vous l'appelez toujours camarade? Bon, comme camarade, je ne veux pas le déranger, je ne veux pas le gêner, non, ça serait pas correct, faut un peu le respecter, je ne vais pas l'appeler camarade. Mais c'est François Hollande, ancien président de la République, ancien premier secrétaire du parti, recordman au Parti Socialiste des Fêtes de la Rose et des pizzas de militants, donc oui, je le dis avec un peu d'humour pour que ça vous fasse sourire, mais franchement, je trouve que c'est pas correct comme il le traite. Soit ils disent, écoutez, on veut plus te voir, mais c'est pas lui personnellement. Alors ils seraient obligés de faire de la politique tous, et de me dire, oui, nous condamnons la loi El Khomri, oui, nous condamnons le crédit impôt recherche qui a été inventé par François Hollande, nous condamnons le crédit, le CICE qui nous a coûté 20 milliards, toute cette politique sociale libérale, et on sortirait de ce cache-misère qui est pour les socialistes le confort d'avoir François Hollande pour recevoir des pierres. Donc vous demandez à Olivier Faure de faire cette autocritique ? Mais je le demande au Parti Socialiste, pas de faire une autocritique. Alors ça, c'est un truc de maoïste, ça me regarde pas. Mais c'est les trotskistes, comment ça s'appelle ? Mais d'être au clair sur leur bilan politique. Oui ou non, ils le désavouent. Est-ce qu'ils pensent qu'ils ont fait une erreur ? Et surtout, pas pour expier, pas pour s'auto-flageller, mais pour dire, ah ben non, ça c'est une bêtise totale, ça c'était une erreur absolue. Et, comme l'a dit François Hollande, que le jour où il est apparu triomphant dans sa conférence de presse en disant, tout le monde le sait, c'est la politique de l'offre qui fait marcher l'économie et pas la politique de la demande. Alors là, il dirait, c'était une erreur, nous récusons la politique de l'offre et nous prenons la politique de la demande, on part des besoins de la population. Mais à partir de là, évidemment, il ne serait plus invité à l'université d'été du MEDEF. Comment vous réagissez aux propos de François Hollande qui dit il ne faut pas qu'il y ait une alliance comme ça spontanée du Parti Socialiste, soit avec les écologistes, soit avec Jean-Luc Mélenchon. Sur le fond, comment réagissez-vous ? Je le comprends, il a été premier secrétaire du parti. Il est, comme tout le monde, un peu stupéfait de la décision de suicide collectif qui a été pris par Olivier Faure. C'est leur affaire, moi je ne m'en mêle pas. Mais Olivier Faure dit, on va se mettre, on va voir un candidat écologiste. Bon, très bien, c'est un candidat écologiste, fermez la maison, on passe à autre chose, pourquoi pas ? On pourrait réorganiser les forces politiques. Personnellement, j'aimerais, de mon côté, dans le pôle idéologique et culturel que j'incarne, je dis j'incarne parce que j'ai été 2 fois candidat pour ça, eh bien, j'aimerais que aussi là, on fasse une fédération ou qu'on regroupe qui a un pôle alternatif. Et je comprends que d'autres veuillent faire un pôle de centre-gauche. Je le comprends, mais ça a toujours existé, cette affaire-là. Donc vous comprenez qu'ils ne veuillent pas, comment dire ça de manière élégante, ils ne veuillent pas se marier avec vous. Vous ne voulez pas non plus qu'on vole en juste noces avec lui. Mais d'abord, la question n'a jamais été posée, donc vous me prenez au débeauté, Monsieur Badou. J'ai lu ce matin dans le Figaro que Hollande dit que les socialistes ne doivent pas s'abandonner à Jean-Luc Mélenchon. Ah s'ils veulent, bien sûr que si. Ils sont les bienvenus, et je me sens une vocation de candidat commun,
Parce que je l'ai déjà été pour les communistes, et je l'ai été pour des milliers de socialistes qui ont voté pour moi à l'élection présidentielle. Mais le 203 n'est pas forcément une évidence, parce qu'on peut dire qu'il y a une dynamique écolo et que ça pourrait basculer. Enfin, vous voyez, quand vous dites que vous êtes dans le train et que vous avez du mal à en défendre, on ne comprend pas si c'est une... Non, je parlais de ma vie, Madame Saint-Cric, c'est qu'à un moment donné, vous vous trouvez dans une situation, c'est un peu comme vous, quoi. Alors pour ceux qui n'ont pas la vous faites votre boulot et puis on trouve que vous le faites bien, alors on vous dit de continuer à le faire. Pour ceux qui n'ont pas la citation en tête, la métaphore du train, quelle doit être un des rares personnages de ce pays qui montait dans un train dont il n'arrive plus à descendre. On peut penser que c'est le train de la politique, que c'est pas simplement une formule imagée pour le train de la vie. Non, c'est un peu philosophico-personnel, parce que je suis fait comme ça. Et que ma vie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, se confond avec un combat politique. Et donc, quand on a l'impression qu'on est embarqué dans une tâche et qu'on ne peut plus... Mais vous avez envie ou pas? Est-ce que vous avez envie ou pas? Vous parlez de la tentation de l'écriture après. Non, mais c'est pas une affaire d'envie. Je suis désolé, Madame Saint-Cric. Je sais que ça permet de résumer les débats politiques à peu de choses. On la présente souvent, oui. La psychologisation de la politique est un désastre. Je n'en ai jamais eu envie. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Et je ne me lève pas, si vous voulez, par rapport à tous les autres. Moi, je cours pas après la gloire, c'est fait. Je ne cours pas après la notoriété, c'est fait. Je ne cours pas après le leadership, c'est fait. J'ai pas besoin de me préparer. J'ai déjà fait 2 présidentielles. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est nécessaire. Vous imaginez qu'à mon âge, je suis pas en train de préparer une tournée de conférences en 2023 à 100 000 € la conférence. C'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est comment pourrais-je à ce moment-là faire avancer le programme pour lequel je me sens capable de le faire. Tout le monde dit ça, tout le monde dit qu'on va se mettre au service du pays, que personne n'en a vraiment envie. C'est bien, non? Pour faire plaisir à... on peut soupçonner que c'est pas forcément authentique. Vous n'êtes pas obligé de penser, Madame Saint-Cric, qu'à part vous, tout le monde est menteur. Je m'attendais donc bien si les gens le disent, c'est qu'ils le croient. Moi, je veux volontiers croire que c'est leur cas. Nous sommes là, Jean-Luc Mélenchon, de toute façon, pour vous écouter. Mais merci. Voire pour vous croire. Vous allez voir, justement. Non, je ne vous crois pas capable de ça, Ali Badou. D'abord, vous êtes journaliste, par conséquent, par point de départ, vous commencez par douter. Tout à l'heure, j'étais philosophe et on commence aussi par douter quand on est philosophe. Philosophe, journaliste, c'est pour ça que vous êtes là. Le président du groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon, est l'invité de France Inter, du journal Le Monde et de France Info ce dimanche. Question politique sur France Inter. Portrait, là. Votre portrait, justement, Jean-Luc Mélenchon, signé Laurence Perron. Alors, un petit portrait bricolé, avec des gens qu'en théorie vous devriez reconnaître. Nous en étions là, Jean-Luc Mélenchon, les colères entassées, fermentant dans le silence depuis 20 ans, grondaient de toutes parts, la pensée se déchaînait, l'empire effrayé se faisait appeler libéral, mais personne n'y croyait. Alors vous tonniez avec les Insoumis, venez corbeaux, venez sans nombre, vous seriez tous rassasiés. Louise Michel, la commune. Alors vers quel but tendiez-vous? C'est le nom du bateau, il y a 219 personnes qui sont en train de mourir, qu'on les accueille vite fait. En Méditerranée. La jouissance paisible de la liberté et de l'égalité, le règne de cette justice éternelle dont les lois ont été gravées non sur le marbre ou sur la pierre, mais dans les cœurs de tous les hommes, même dans celui de l'esclave qui les oublie et du tyran qui les nie. Oseriez-vous en revanche encore prononcer à la tribune cet éloge que le despote gouverne par la terreur ses sujets abrutis, il a raison comme despote, dompté par la terreur les ennemis de la liberté, et vous aurez raison comme fondateur de la République, Robespierre, 17 pluviose. Alors ça, en revanche, je pense que vous co-signez. J'ai parfois eu l'illusion de la victoire entière, toute prochaine et vraiment trop facile, de notre idéal, et dans le feu de la lutte contre les gouvernements de réaction systématique qui nous défiaient, qui nous menaçaient, qui prétendaient nous rejeter hors de la République, nous excommunier du droit commun, j'ai fait appel aux véhémentes énergies du prolétariat, comme j'y ferai appel demain, si les pouvoirs constitués prétendait interdire la libre évolution légale au collectivisme et à la classe ouvrière, vous diriez sans doute aujourd'hui révolution citoyenne, et c'est Jean Jaurès. J'ai toujours été, et vous l'avez redit dimanche dernier, un républicain et toujours été un socialiste. Cette révolution citoyenne qui reviendra ou qui viendra pas, parce que peut-être une partie de la difficulté à vous imposer, Jean-Luc Mélenchon, j'entends vous faire accepter de manière incontestable comme le grand rassembleur de la gauche écologique, de transformation sociale, tient peut-être en réalité à ce que vous n'êtes jamais parvenu à dépasser votre condition de dauphin, celle dans laquelle vous avez choisi vous-même de vous mettre, mais le roi est mort sans faire adouber personne, pas même vous, François Mitterrand. Mais un temps viendra où des historiens parleront peut-être de vous, comme ils l'ont fait de l'universel Aragne. Vous savez de qui je parle? Ouais. Alors, Louis XI. Oui. Un livre que vous recommandez à tous les insoumis. Non, je le recommande à mes collaborateurs parce qu'elle leur apprend la force de l'esprit par rapport au somptueux duc, etc. Enfin bon, la bataille avec le duc de Bourgogne. C'est pas très d'actualité,
mais c'est la place de l'intelligence dans la politique. Alors, quel est votre... Alors attendez, c'est pas une terminé. question, c'est un portrait. Je voulais citer un Oui. roi qui a été assez conspué dans l'histoire. L'Ancien Régime, c'est pas trop mon truc. Hein, C'est donc, vrai, un tenez roi du compte de XVe ça, hein. siècle. Alors à cette époque, les écrivains s'emparèrent de lui sous prétexte de romantisme pour faire de sa vie un sujet de cauchemar. Pourtant, dit son biographe, Paul Murray Kendall, pourtant ce personnage controversé a sans doute dû au fait qu'il était le précurseur, qu'il contribua à façonner notre monde moderne, un monde où nous avons appris à nous méfier du rêve. Et là, c'est pour vous. Je m'en tiens à la leçon que m'a donnée peu de temps avant qu'il disparaisse, celui dont j'avoue avec fierté qu'il était un maître à penser pour moi, le président Mitterrand. Il me dit, le président Mitterrand, ne cédez jamais. Marchez votre chemin. Je marche, monsieur. Waouh. Commentaire, Jean-Luc Mélenchon, de Ça, c'est un très beau moment de ma vie et un discours qui a marqué. Effet de contexte. Oh, il y avait une petite situation qui était drôle. Monsieur François Hollande avait été désigné comme premier secrétaire et naturellement tous les autres ont accepté. Il était en face de moi, il était tout blanc. Parce que ils venaient tous de réaliser que c'était le premier congrès qu'on faisait après le décès du président Mitterrand et que pas un d'entre eux n'avait pensé à évoquer sa mémoire. Et moi, il a compté pour moi, comme vous le savez. Alors, je sais qu'il y a beaucoup, et c'est normal, de polémiques autour du bilan de son œuvre, mais moi, je ne peux pas effacer l'importance qu'il a eue pour nous tous à ce moment-là. Quant au portrait, il est magnifique que vous venez de faire. Il y a des superbes citations. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi vous m'inventez une vocation ou une carrière de numéro 2. Je n'ai jamais cessé de mener mes combats, de les diriger moi-même, et j'espère peut-être qu'un jour les destins me conduiront à avoir des responsabilités. Mais je suis, si vous voulez, quelque chose m'est arrivé en route que connaît Badou. C'est la rencontre avec la philosophie qui vous rend, comment dire, qui vous fait relativiser votre propre existence. Finalement, je pense à Simon Bolivar. Dans Garcia Marquez, le général dans son labyrinthe, il lui fait dire j'ai labouré la mer et semé le vent. Oui. Bon, mais Bolivar J'avais noté la citation. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Eh ben, elle veut dire qu'il faut savoir être humble devant ses œuvres, mais il ne faut jamais cesser d'œuvrer. Et puis le reste vous sera donné par surcroît. Et cet été, j'ai fait une évocation en disant le silence de la nuit et des étoiles, parce que nous avions la nuit des étoiles quelques jours avant notre meeting. Et j'ai dit, ce silence vous parle parce que il éveille la voix de votre conscience et votre cœur. L'univers ne va nulle part, il n'a aucun sens, et le seul sens qui existe, c'est celui qu'on donne par nos vies. Alors ça, c'est un peu d'existentialisme, hein, cher Ali Badou, mais voilà, on peut être, à part l'humanisme qu'on va introduire dans le combat, le reste, on laboure la mer et on sème le vent. C'est très beau ce que François vous dites, Fressoz. mais beau, moi j'ai quand même une interrogation fondamentale par rapport au personnage Mélenchon, parce que selon les émissions qu'on fait, on n'a jamais affaire au même personnage. Ouais. C'est-à-dire que parfois vous êtes très philosophe, parfois vous êtes très rassembleur, parfois vous êtes très éruptif, très disruptif. Donc Drôle sur TikTok quand vous citez une chanteuse Weshden de 16 ans qui dit « Tort de ma vue » et qui a signé l'un des grands tubes de l'été. Pardon, est-ce que vous pouvez admettre qu'il y ait comme une interrogation fondamentale sur qui est Jean-Luc Mélenchon ? Eh ben, écoutez, je me la pose aussi, cette question, voyez-vous, comme tous les êtres humains. Eh bien, je suis, suivant les circonstances, d'un caractère et d'une humeur différentes, mais pour le reste, je suis extrêmement constant dans mes points de vue, dans mes analyses, et vous avez derrière moi 50 ans de combat politique pour le vérifier. Je ne peux mettre que ça sur la table, comme vous, Madame Fressoz, comme nous tous ici. Qu'ai-je fait ? Quelles sont mes œuvres ? C'est mes œuvres, mon travail qui témoigne pour moi. Pour le reste, je suis un être humain assez banal, un homme assez banal, et j'appartiens à une génération et à une origine culturelle que tout le monde connaît. Je suis un pied noir d'origine, je viens du Maroc, et chez nous on parle fort avec les mains, et voilà. Mais ça ne veut pas dire, ne sombrons pas dans je ne dis pas que vous l'ayez fait, dans la caricature qui voudrait que les méridionaux, parce qu'ils parlent fort, ce qu'ils disent n'est pas intéressant. Non. Juste une toute petite question. Nathalie, les Gilets jaunes appellent le 12 septembre à une grosse journée d'action. Est-ce que vous soutenez cette idée ou alors ce que vous dites en ce moment, c'est vraiment pas le moment ? Je pense que c'est le moment, parce qu'on n'a pas dit que... Vous savez, on n'a pas dit qu'on arrêtait le combat et qu'on allait rentrer sagement à la maison. Non. Alors eux, ils font ça, ils vont essayer de maîtriser cette affaire. J'espère que le préfet l'allemand ne s'en occupera pas, donc il ne devrait pas y avoir d'incident.
Alors, disons que Madame Saint-Cricq, c'est l'occasion pour moi de dire aux Français qui nous écoutent qu'il faut quand même se rendre compte que c'est dans le monde entier qu'il y a des révolutions citoyennes et des irruptions de la base de la société. Là, depuis 2 jours, c'est à l'île Maurice. La semaine dernière, c'était la Biélorussie. Peu avant, c'était le Mali. Et ainsi de suite. Partout, les sociétés se fracassent sur la crise écologique et sur la crise sociale, et elles se mettent en mouvement. Ce qu'on appelle une révolution citoyenne, c'est ça. C'est le moment où les gens, contre les institutions, veulent récupérer le contrôle de leur vie. Alors, ça aura lieu aussi en France. C'est déjà commencé depuis le mouvement des Gilets jaunes, qui est une forme avant-coureuse du mouvement qui finira par se produire je ne sais quand. Vous savez, on se trompe toujours dans les prophéties, et je suis pas le seul autour de cette table à m'être déjà beaucoup trompé sur le sujet. Loin de là. Il y a aussi la contrainte épidémique, puisque c'est un contexte qu'on ne peut pas ignorer et qui, pour le coup, la contrainte s'impose partout dans le monde, et en France, Françoise Fressoz. Alors, il y a tout un débat sur le port du masque obligatoire, de plus en plus dans les villes, parce que l'épidémie, recircule. Est-ce que vous êtes sur la thèse de dire oui, il faut obéir, ou est-ce que vous dites, au fond, arrêtons la tyrannie hygiéniste, comme le dit Ségolène Royal? Jean-Luc Mélenchon. Ah là là. On a quand même le don pour se fabriquer des controverses. Franchement, des fois, les bras vous en tombent, quoi. Moi, je lis des fois parce qu'on me voit porter le masque, et je le porte de manière ostentatoire parce que c'est ma responsabilité de dirigeant politique de le faire. On me dit, vous êtes soumis. Vous êtes macroniste. D'autres fois, je suis le suppôt des laboratoires. Enfin, écoutez, un peu de calme, un peu de raison. Le gouvernement porte une responsabilité terrible dans le fait que les gens ne savent plus quoi croire. Enfin, ils ont répété pendant des mois qu'il fallait pas mettre de masque. Tout d'un coup, il faut en mettre tous, c'est obligatoire. Et pour terminer le tableau, ils le font dans des conditions qui sont inapplicables. Alors, dans certains endroits, c'était une rue oui, une rue non. Dans d'autres endroits, d'une manière générale, on vous dit, le masque sera payant. Tout le monde sait que les gens pourront pas se le payer. Pour une famille de 4 personnes, le masque, comme on l'a là, le masque bleu, là, c'est 340 € par mois. Donc, ils les ont pas. Donc, alors, il faut le masque gratuit. Ça dépend où vous l'achetez, hein. Non, mais on en est à 80, j'ai vu jusqu'à 90 centimes d'euros. C'est 13 fois plus cher que le départ. 40-45. Bon, d'accord, ça fait quand même cher. Hein. En attendant, ça fait cher. Et vous savez tous très bien ce qui va se passer. Des gens vont se mettre sur le nez des masques qui servent plus à rien. Alors, il y a un grand doute dans la population. Mais mon devoir n'est pas celui de monsieur, madame X. Je parle pour tout le monde. Et dans ces conditions, moi, je crois à la discipline sanitaire. Je voudrais l'exiger et l'imposer aux autres quand je propose de réquisitionner certaines entreprises, quand je propose du textile, quand je propose de nationaliser les boîtes qui sont fermées alors qu'elles devraient tourner à plein rendement pour produire des appareils comme les bonbonnes d'oxygène, etc., ou quand je propose de planifier. Alors, j'applique la discipline sanitaire. Je me dis que je ne prends pas de risque pour les autres en l'appliquant. Je veux dire, quand je mets un masque sur ma figure, je ne me rends pas dangereux aux autres. Par contre, si je ne le mets pas, on me dit que si. Et comme j'ai un peu quelques connaissances, disons de base, vraiment très élémentaires, je sais que le microbe ne vole pas, il ne marche pas, il se transporte par des vecteurs autres. En l'occurrence, les gouttelettes. Et donc, si je retiens les gouttelettes dans le masque, je diminue le risque éventuellement de le passer à d'autres. Je ne dis pas que j'en sois absolument certain, mais j'ai pas envie d'essayer le contraire. Alors beaucoup de questions, le temps passe. La discipline sanitaire veut dire aussi distanciation sociale ou civique. Physique. Ce qui veut dire que, par exemple, les gilets jaunes, les manifestations, les grands rassemblements sont aussi des moments qui pourraient être contraires à la discipline sanitaire. Il faut faire attention, voilà. Il faut se mettre dans les distances. Vous comprendriez qu'il y ait des interdictions de manifester au nom de la discipline sanitaire? Celle-là, je la connais, on nous l'a déjà fait 100 fois. Pour nous interdire de manifester, d'écrire, de protester et tout, ils ont une imagination absolument extraordinaire. Mais quand on leur demande le minimum, c'est-à-dire réquisitionner l'industrie textile, là, tout d'un coup, il n'y a rien au-dessus de la liberté. Et la rentrée scolaire, elle se passe dans de bonnes conditions, selon vous, puisque vous avez été ministre de l'enseignement professionnel. Je vais profiter de l'occasion pour essayer d'éviter le noir et blanc. D'abord, disons que la haute administration de l'éducation nationale est pas la plus incompétente du monde. Ils savent quand même leur boulot. Alors, bien sûr, il y a
des gens comme Monsieur Blanquer qui n'ont jamais aimé l'école publique, ou son directeur de cabinet qui est carrément opposé. Bon, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est tout cet encadrement. Et pas sûr qu'ils soient d'accord avec vous, mais bon. Ouais, mais ils prennent des décisions qui, bon, je veux dire, on peut pas non plus tout peindre en noir en disant ils sont bons à rien et tout ce qu'ils décident est stupide. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais par contre, il faut qu'on fasse des mises en garde importantes sur pas mal de sujets. Permettez, puisqu'on n'aura pas 100 ans ou 10 heures pour en parler, je veux me concentrer sur la question du décrochage scolaire. Je lance une alerte. Les gamins qui étaient en cours préparatoire l'année dernière sont les bacheliers de l'année 2031. Par conséquent, il faut à tout prix que le rattrapage scolaire se fasse, et pour ça, il faut que les enseignants reçoivent les moyens, c'est-à-dire des assistants. Je recommande de créer 100 000 emplois jeunes payés au SMIC, comme les emplois jeunes du temps du gouvernement de Lionel Jospin, qui soient sous les ordres des enseignants et qui leur permettent de se concentrer sur ces tâches de rattrapage sous les ordres des enseignants. Vous l'avez dit dimanche, vous avez eu une réponse par rapport à ça, vous qui parfois arrivez à parler au patron du MEDEF? Non, le MEDEF, on va en parler après si vous voulez, mais non, Blanquer m'a pas répondu. Alors je comprends rien à ce qu'ils font avec les gens qui veulent embaucher, leur donner 500 €, puis c'est pas tout ça est pas sérieux. Il y a une ambiance de pagaille qui m'exaspère. Alors, un deuxième sujet que je veux profiter de la situation pour aborder, le décrochage scolaire et le rattrapage dans l'enseignement professionnel. Les statistiques qui sont données n'ont pas de sens. Ce que me disent les collègues, les enseignants du terrain, et notamment ceux de mon académie là-bas, Aix-Marseille, c'est que ce décrochage a atteint le 20 ou le 30%, dans certaines sections le 50%, et à un moment donné, tout le monde, il n'y avait plus personne. Pourquoi c'est comme ça? Parce que les élèves de l'enseignement professionnel sont souvent pères et mères de famille quand ils arrivent au bout de leur cursus, à peu près au niveau du bac pro. Et donc, ils se sont trouvés confrontés à des urgences sanitaires, alimentaires, etc., qui les ont arrachés à l'école. Il faut rattraper. Il faut donc leur donner les moyens de revenir. Je demande qu'on garantisse aux élèves du niveau bac pro un revenu qui leur permette d'être entièrement à leurs études et pas le soir au travail et le samedi dimanche aussi. Et j'attire l'attention sur le fait qu'aucun pays développé ne peut être développé sans les cadres intermédiaires que produit l'enseignement professionnel, bac pro, de toutes les catégories. Vraiment, j'alerte. Monsieur Blanquer ne le comprend pas. Il pense que l'apprentissage va lui régler tous ses problèmes. Ça prouve qu'il ne comprend pas que l'apprentissage ne peut que reproduire les métiers existants. Tandis que l'enseignement professionnel, par la culture générale, scientifique et technique qu'il distribue, au contraire, permet à un travailleur de s'adapter aux nouvelles normes. Là aussi, on aurait besoin d'assistance. Les professeurs d'ateliers, d'enseignement technique, pourraient recevoir l'aide d'assistants d'éducation que l'on prendrait parmi les travailleurs d'élite qui se trouveraient au chômage partiel. C'est-à-dire les plus brillants des tourneurs, les plus brillants des chaudronniers, les plus brillants des électriciens, pourraient être appelés pour un temps, par exemple une année, à être les assistants des professeurs d'atelier. Au chômage partiel, mais bossant dans des établissements pro. Ben voilà, puisqu'ils ont le chômage partiel, on compléterait et qui viennent dans l'enseignement pro. Vous savez, les profs d'atelier en enseignement pro, avant étaient des ouvriers en général, c'est plutôt les meilleurs, quoi, qui viennent là. Et ça, c'est très important parce que le transfert de savoir dans les domaines professionnels, il y a la partie enseignement général et puis il y a la partie technique qui est très importante. Françoise Fressoz. On vous sent très en proposition. Est-ce que c'est peut-être aussi parce que vous sentez que le climat général a changé et que du côté du gouvernement, il y a aussi des ajustements? Par exemple, vous dites, vous êtes pour la planification et on apprend que un commissariat général au plan va être installé. Vous dites il faut que l'État prenne sa place dans l'économie. On voit des plans de relance qui succèdent à des plans de soutien à l'économie. Est-ce que vous estimez que le climat général est en train de changer et qu'au fond, il peut y avoir des mesures que vous proposez qui puissent être reprises? Alors, oui, le climat est en train de changer parce que tout le monde s'aperçoit de la sottise
de la métaphysique de la main libre du marché qui ajusterait l'allocation du capital au bon endroit. Ça, c'est des histoires, ça n'a jamais marché. Mais enfin, comme en gros l'économie monde tournait, alors on pensait que demain serait meilleur. Et puis on faisait toutes sortes de théorèmes sur le sujet. Maintenant, tout le monde comprend que les sociétés qui résistent le mieux à la destruction sont celles qui ont les structures collectives les plus denses. Je ne dis pas que j'approuverai leur façon de faire, mais nous, les Français, on a une tradition dans ce domaine. La planification, c'est pas Staline qui l'a inventée, hein. C'était sous De Gaulle. Donc, on peut penser qu'il y a là du bon. Et la présence de l'État organisateur, j'estime que c'est une grande victoire idéologique de notre part, que d'avoir fini, à force de le répéter, d'abord par surmonter la méfiance qu'il y avait à l'égard de ce mot, au point que le président Macron, qui est quand même un libéral échevelé, finisse par créer un comité de la planification. Je pense que... Donc oui, vive François Bayrou. François Bayrou est pas le pire pour faire ça, parce que c'est au moins un qui y croit. Alors, et il est du centre. Donc, et puis il nous facilite le travail. Le jour où nous gouvernerons, on n'aura pas besoin de créer un comité de planification et d'aller sur les plateaux s'expliquer qu'on n'est pas en train de faire l'Union soviétique. Ça y est, là que c'est en train de se Vous avez vu, Madame Fressos, vous avez vu le titre de l'Opinion, ils m'ont beaucoup amusé, c'est un journal libéral, oui. Et en gros, ils avaient mis « Au secours, le plan revient ». J'ai adoré, c'était ma fête ce jour-là, je crois que je vais l'encadrer. On a l'impression, quand on vous écoutait l'autre dimanche à Villeneuve-sur-Isère, que vous avez voulu mettre un peu plus de culture de gouvernement dans vos propositions, c'est-à-dire qu'en gros, vous aviez fait le diagnostic, que vous étiez strictement dans l'opposition avant, et maintenant que vous vouliez vous préparer au pouvoir. Quels sont les points forts sur lesquels que vous voulez développer? En clair, en quoi vous étiez faible pour ce qui concerne la culture de gouvernement. Et quand on vient de vous entendre sur François Bayrou, c'est quand même assez intéressant de voir qu'il y a une espèce non pas de virage idéologique, vous aimeriez pas, non. Mais... Monsieur Bayrou et moi, nous avons quelques explications de gravure au cours des 20 dernières années, mais je le respecte, j'ai le droit quand même. Donc, très bien. Là, à l'épreuve de la crise, un certain nombre de choses que vous aviez pu dire ont été validées. Vous l'avez répété dans la Drôme l'autre jour, à savoir les relocalisations. Au passage juste, Angela Merkel a bien réussi à gérer la crise et c'est pas non plus une planificatrice folle. Qu'est-ce qui a changé chez vous et dans quelle direction votre culture de gouvernement se développe? Mais bon, alors vous me demandez, comme Monsieur Badou tout à l'heure, une autocritique, mais je vous demande pas d'autocritique. Je peux avoir un regard critique sur mon expérience. Enfin, c'est être une mule que de pas. Par exemple, j'ai voté oui au traité de Maastricht. Bon, le coup d'après, en 2005, j'ai voté non. Il y avait le traité de Maastricht. Pourquoi? Parce que tout ce que je croyais en 92, c'est pas produit. Donc je me suis dit, ben c'est une erreur. J'ai fait une erreur, je rectifie ma position. J'ai voté contre la Constitution, j'ai voté contre le passage à l'euro, j'ai voté contre le statut de la Banque Centrale Européenne. Un homme politique qui prétend porter une vérité, ça c'est Moïse, il descend de la montagne avec l'étape de la loi. Mais moi non, je n'ai pas cette fréquentation que lui avait avec la vérité. Donc je tâtonne comme tout le monde. Alors je corrige d'une étape à l'autre. Compte tenu de ce qui se passe, c'est-à-dire le nouveau rôle que s'est assigné la Banque Centrale Européenne et puis cette mutualisation des dettes, il y aura un référendum aujourd'hui sur la façon dont évolue l'Europe. Qu'est-ce que vous diriez, oui ou non? Je voterai non, mais avec les deux mains et les deux pieds. Parce que Madame Fressos, pardon, on n'aura pas le temps. Mais il n'y a pas de plan de relance européen. Ah bon? Non. Le montant de la somme qui a été décidé après des heures de papotage, de négociation, est inférieur à ce que la Banque Centrale Européenne elle-même a mis dans le circuit pendant l'année précédente, 2800 milliards de rachats de titres de dette aux banques privées pour qu'elles irriguent l'économie normale. Voilà, c'est ça. Alors donc, ne parlez pas de plan de relance, c'est une comédie. Une partie de ce qui est compté dans le plan de relance est retirée du budget de l'Europe. Les Français vont, écoutez-moi bien, j'affirme, donc il y a des décrypteurs dans tous vos journaux, j'affirme que France va payer davantage sur ce plan de relance qu'elle ne recevra. La France va payer davantage qu'elle ne recevra. Pourquoi ? Parce qu'elle reçoit peu, parce qu'elle est déjà contributeur net et parce qu'elle paye 17%. Mais vous ne prenez pas en compte les prêts garantis, par exemple, les prêts à taux zéro, les prêts avec oui, mais ça, on n'en a pas besoin. Ça tombe bien de faire des prêts dont on n'en a pas besoin. Non, la France emprunte en dessous du taux zéro, mon cher Ali Badou. Donc, par conséquent, ce ne serait pas une affaire, le taux zéro. Mais je reviens à ce que je dis. La France cotise pour 17% des ressources totales de l'Union européenne. L'Union européenne a prévu 390 milliards d'investissement. Nous autres Français, nous devrons le rembourser
cette somme totale parce que, ou bien il y aura des ressources propres européennes, mais les pays soi-disant frugaux, qui sont en réalité des pays égoïstes et pour certains voyous fiscalement, ne veulent pas qu'il y ait des ressources propres de l'Europe. Je veux dire des impôts propres à l'Europe. Par conséquent, c'est les États-nations qui vont rembourser la somme. Les Français vont donc payer 17% de tout ça. C'est-à-dire, c'est pas un emprunt. Il y a une partie, ce sont des subventions. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire, oui, Madame Saint-Cric. Si c'est une subvention, c'est pas quelque chose qu'on rembourse. Mais bien sûr que si, parce qu'il faut bien que quelqu'un les donne. Ce sera donc le budget européen. Madame Saint-Cric, ce qui ne sera pas emprunté sera versé par le budget européen. Le budget européen est abondé par les contributions des États. La France en paye 17%. C'est la démonstration que je suis en train d'essayer de faire. Et j'aimerais qu'on parle des conséquences sociales également de la crise, Jean-Luc Mélenchon. On a compris votre regard critique sur ce plan de relance. Bah, vous me décevez, parce que franchement, c'est vous les journalistes qui devriez décrypter ça, c'est pas moi. Ah bah écoutez, oui, mais non, mais vous allez... Les conséquences sociales. Non, mais pas vous, les là, on va pas en faire une affaire personnelle. Est-ce que c'est pour dire il faut décrypter quand même, faut pas avaler tout rond parce que Macron dit les bons sont mutualisés. La dette n'a jamais été mutualisée, tout le monde la paiera. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Chacun paiera sa part de dette. Les subventions ne tomberont pas du ciel, il faudra les financer. Donc regardez qui paye. Enfin, c'est pas difficile à faire, ça. Un autre plan de relance, pour le coup, c'est celui national que devrait annoncer Jean Castex la semaine prochaine. Il était à l'université d'été du MEDEF. Il a été question de baisse d'impôts, il a été question de durée du temps de travail. C'est l'imagination. Voilà, mais est-ce que le pire, selon vous, est à venir en termes social? Oui. Oui. Oui, je pense que malheureusement, parce qu'on souhaiterait que ça se passe autrement, mais oui, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Vous savez, il faut toujours être l'imprévu existe, et c'est même c'est pas une impossibilité de savoir, c'est une propriété de la matière. Bon, c'est comme ça. Et les moyens mis en œuvre aussi existent. Bon, on a des moyens d'intervenir, mais ils ne seront pas utilisés. Le président de la République saupoudre de l'argent d'une manière que moi je juge irresponsable. 5 milliards pour l'industrie automobile. Bon, 17% seulement des voitures. Faudrait faire quoi à la place? Faudrait concentrer, faut planifier, quoi. Je vais vous donner un exemple. J'étais chez Cargill. Ceux-là, ils produisent de l'amidon. Cet amidon et les autres produits rentrent dans des produits médicamenteux, d'accord, dont on a besoin dans les hôpitaux. Les ouvriers de Cargill ont sauvé plusieurs dizaines de milliers de vies par leur production. Bon, Cargill, première boîte mondiale, coupe la partie approvisionnement de cette entreprise, ok? Donc l'approvisionnement, au lieu d'être fabriqué sur place, la matière première va arriver de 5 sites différents, des camions partout. D'autre part, la chaîne se rompra et donc nous allons manquer de toutes ces matières. Qu'est-ce qui empêche Macron qui, le même jour, si c'était un autre jour, le même jour dit maintenant je vais mettre de l'argent pour la relocalisation et pendant ce temps, on continue à découper en morceaux des entreprises et à délocaliser. Tout ça est absurde. Donc il pourrait dire à partir de maintenant, primo, plus 1 euro pour une entreprise qui délocalise, fût-ce un atelier. Secondo, plus de ressources publiques à ceux qui licencient. On ne donnera pas d'argent sec comme ça. Tertio, ce qui est la somme de 20 milliards qui correspondait au crédit d'impôt, qui est passé dans le droit commun. On la reprend et on dit on va la distribuer, mais d'après des normes qui correspondent aux objectifs du plan. C'est-à-dire récupérer la souveraineté de la France dans le domaine alimentaire, dans le domaine de l'approvisionnement énergétique, etc., etc. Madame Saint-Cric, regardez bien, il y a 25 000 ponts à réparer dans ce pays. Qui va payer ça? Où on va trouver l'argent? Mais Madame Saint-Cric, ça a à voir avec la relance. Si le pont n'est plus là, la route ne sert plus à rien. Les Allemands ont eu comme ça un problème avec une digue qui a craqué. 9 mois, ils ont été là à regarder la route et le machin qui avait cassé parce qu'ils n'avaient rien organisé. Donc, l'argent doit aller à la planification et donner de la visibilité aux entreprises au lieu des réductions d'impôts. Si moi je leur dis on va produire de quoi changer toutes les canalisations de flotte de ce pays, eh ben au moins vous savez ce qu'on va faire pendant les 10 prochaines années. Parce qu'au rythme où on en est, il y en a pour 150 ans, les renouvelés. Laurence Perron, rapidement, il nous reste une minute. Dimanche dernier qu'en octobre, vous allez consulter, avant octobre, vous allez consulter vos amis, et qu'en octobre, vous direz si oui ou non vous vous sentez d'aller porter la candidature en 2022. Alors vous en êtes toutes vos consultations? Eh ben d'abord, on n'avait pas eu le temps, parce que j'aurais préféré avoir réglé ça à la fin de la saison précédente, mais il y a eu la session extraordinaire. On est passé des retraites du Covid à la session extraordinaire du Parlement, et la préparation de nos amphis d'été, qui a quand même été un grand succès. Alors, on n'a pas eu le temps de discuter entre nous, et moi, j'ai besoin de voir tout le monde pour savoir où on en est, comment ils voient les choses. Je n'imagine pas, par exemple, de faire acte de candidature si mes amis du groupe, des deux groupes parlementaires, ils sont opposés. C'est pas là que c'est le plus risqué,
Quand même, vous savez, c'est 17 têtes dures à l'Assemblée nationale et 6 autres au Parlement européen. Oui, non, mais vous avez qu'à y fréquenter de plus près, vous verrez. Ah bah non, mais bon, attendez, mais Madame Saint-Cric, je veux quand même vous dire une chose, je sais bien que l'habitude de me présenter comme un tyran, mais le groupe à l'Assemblée nationale, le groupe insoumis, c'est 7 partis de gauche, une communiste, 3 ensemble, 2, c'est-à-dire que c'est très composite. Et un fan de Weshden. Et un fan de Weshden. Et on oui, parce qu'elle est à la humour extraordinaire, et plus je la vois, et plus je la trouve sympa. Et vous aviez dit dégagez-les tous, elle dit tueur de ma vue, c'est aussi efficace. Merci en tout cas Jean-Luc Mélenchon d'avoir été pas hors de ma vue, l'invité de questions. Je veux bien rester dans votre vue pendant un moment. Ça va malgré tout arriver. Merci Jean-Luc Mélenchon, merci à toutes les trois et merci à vous de nous avoir suivis.